Bienvenue à tous dans l'émission Évasion littéraire, en plein cœur de Paris, à 2 pas de la place de la Sorbonne. Le printemps des poètes célèbre les auteurs créoles. Lecture, spectacle, mots en musique, avec 3 auteurs que nous allons découvrir. Suivez-moi à la librairie Orphie. Rencontre avec Béatrice Compère, qui est présidente de Tous Créoles et de Paris. Bonsoir Béatrice. Bonsoir. Alors, printemps des poètes, là vous accueillez des auteurs antillais. Qui sont tous ces auteurs ? Alors, il n'y a pas que des auteurs antillais, nous avons également un comédien de La Réunion qui viendra dire de jeunes auteurs réunionnais. Sinon, nous avons évidemment parmi les plus connus des gens comme Franck Etienne, comme évidemment Édouard Glissant, comme Damas. J'espère que je n'en oublie pas. Oui, je pense. Les mots en musique, lecture et théâtre justement dans le cadre du printemps des poètes. Et c'était important de le faire principalement dans ce lieu où nous sommes, à la librairie Orphie. Alors effectivement, nous avons la chance d'avoir un lieu comme la librairie Orphie qui manquait singulièrement ici à Paris, qui est un lieu d'abord magnifique, vous pouvez le constater, et qui en plus rassemble une grande partie, voire la majeure partie des écrivains, de nos écrivains à nous et des écrivains du Sud, entre guillemets, en général, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, les écrivains du Sud. En plus, ils ont un magnifique espace, ce qui n'est pas négligeable. Surtout quand on sait comment c'est difficile d'en trouver à Paris. Et pourquoi, pour répondre à votre question, c'était important de faire cette opération dans le cadre du Printemps des Poètes, c'est que, mis à part l'année dernière, lors de l'année des Outre-mer, nos auteurs, qu'ils soient antillais ou qu'ils soient réunionnais, en tout cas nos auteurs créoles, ne sont jamais mis à l'honneur. On a l'impression même parfois que nos auteurs s'excluent eux-mêmes, si vous voulez, de cette manifestation également. Et je trouvais important, et toute l'équipe de Tous Créoles également, nous trouvions extrêmement important de remettre ces auteurs dans le cadre du Printemps des Poètes, puisque c'est ce qu'ils sont. Parole de créole parce qu'il y a beaucoup de créoles dans le monde. Justement, nous sommes en train de travailler avec l'équipe de Tous Créoles, une équipe extrêmement dynamique composée d'Erika Dédé, qui est notre secrétaire générale adjointe, et d'Alexandre Bonhomme de Vex, qui est stagiaire au sein de l'association. Nous sommes en train de travailler sur quelque chose qui nous tient à cœur, c'est la redéfinition du mot créole dans les outils de l'Académie française que sont les dictionnaires connus. Pour cela, il a fallu chercher, nous n'avons pas encore abouti, puisque le but est quand même de proposer une définition du mot créole en 15 mots, ce qui est quand même pas évident. Il a fallu chercher, il y a quand même énormément de créoles dans le monde, il n'y a pas que la Caraïbe, contrairement à ce qu'on pourrait pas penser, il y a l'océan Indien, mais il y a également l'Afrique. Notre prochain événement public, si vous voulez, c'est une exposition qui aura lieu, si tout se passe bien, dans la salle des pas perdus du Conseil économique et social, donc le Palais de l'Iéna, qui va durer 1 semaine au mois de juin, début juin, et qui sera autour de l'histoire des yoles rondes de la Martinique. Et puis, pour le mois d'octobre, et donc la Journée internationale des créoles, nous préparons un colloque, et c'est l'une de nos administratrices, Lydie Kondapanaïken-Durier, qui s'en occupe, un colloque qui sera justement sur les langues créoles, avec donc des Mauriciens, Guadeloupéens, Martiniquais, et qui, nous l'espérons, nous aidera également à avancer dans ce travail qui n'est pas des moindres, qui est donc de redéfinir le mot créole dans les dictionnaires. Merci Béatrice Compère, à tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Rencontre avec Au Secours Haïti 2010. Je suis en présence du président. Bonsoir monsieur, pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, je suis David Marty, donc président de l'association Au Secours Haïti 2010. Et vous-même ? Gala Paricheva, vice-présidente de l'association. Votre présence ce soir ici ? Eh bien, nous sommes venus participer à cet événement qu'organise Tous Créoles et auquel nous avons été, l'association Au Secours Haïti a été mise à l'honneur, puisqu'effectivement, autour de cet événement à la fois culturel, il a été effectivement proposé que l'association Au Secours Haïti puisse être bénéficiaire de dons et puisse être mise en valeur et rendue visible lors de cet événement autour de la musique, qui évidemment, quand on parle d'Haïti,
quand on parle de la culture et quand on pense à Haïti, évidemment, la culture est quelque chose d'important et de reconnu partout dans le monde. Et à ce titre, je veux dire que l'association Au Secours Haïti a une vocation évidemment première dans son projet, la construction d'une école. Nous reconstruisons une école sur les hauteurs de Port-au-Prince, à Saint-Roch, pour une école qui va rassembler environ une centaine d'élèves. Donc ce projet devrait, d'ici la fin de l'année 2012, voir le jour. Nous avons, au titre de nos projets pour collecter des fonds, nous faisons aussi également de la vente d'art, d'œuvres d'art contemporaines haïtiennes, qui sont directement issues d'une galerie d'art très ancienne qui est là-bas à Haïti, à Port-au-Prince, plutôt à Pétionville plus exactement. Et donc nous vendons ces œuvres d'art et les artistes acceptent de donner, même les artistes haïtiens donnent aussi pour participer, pour l'aide de leur propre peuple, donnent une quote-part très importante de la valeur de l'œuvre. Donc c'est dire que si les Haïtiens eux-mêmes, qui sont aussi dans la grande difficulté, font cette œuvre de générosité, je crois qu'ici nous aussi on peut, c'est vrai qu'on nous dit qu'on a perdu une sorte de triple A, mais il nous reste encore de la marge pour garder encore des élans de solidarité, parce qu'il est évident que nous soutenons une idée plus grande que nous, qui veut dire que nous sommes convaincus que la solidarité transnationale, peu importe vers où c'est porté, c'est vraiment ça qui élèvera le monde. Et Haïti, son enfance et la scolarité de ses enfants fera que ce sera un jour un pays qui va encore plus nous étonner, sachant qu'il l'a déjà fait par le passé. Oui. Pardon. Donc, David, il a présenté suffisamment bien l'association. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, notre association a déjà participé et concrétisé un premier projet. On a finalisé dans l'urgence 2 modules qui ont abrité les enfants, qui les ont sortis sous les bâches et qui maintenant ils ont des structures où ils peuvent continuer leurs études. Et aujourd'hui, on est sur un projet plus ambitieux, mais justement là, faire une construction permanente sur cette commune qui est touchée particulièrement par le sinistre et par la pauvreté également. Donc, aider les enfants d'Haïti, soyez avec nous, soyez des gens de cœur. Est-ce qu'il y a un site pour faire des dons ? Bien sûr, alors il y a un site qui s'appelle Au Secours Haïti 2010, il y a un compte Facebook, il y a de la visibilité sur des sites de radio, mais comme Énergie, Nostalgie, Rire et Chanson, et d'autres qui vont venir, parce que je pense que Tropic FM sera avec nous très 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 bientôt, et ça n'est qu'une question de temps, parce que vraiment évidemment notre partenariat naturel c'est évidemment ces radios caribéennes, etc. Donc je veux dire aussi que nous avons une ouverture particulière, puisque les architectes qui sont à l'origine qui sont les constructeurs, enfin les concepteurs de l'école que nous allons construire, c'est l'école d'architecture de Sofia, donc en Bulgarie. Donc c'est dire que la solidarité n'a pas de frontières, l'humanité n'a pas de frontières, et que c'est pas forcément, on pense aux États-Unis, on pense au Canada, on pense à la France, mais il faut penser à tout le monde, parce que tous les pays sont généreux, tous les peuples sont capables d'être généreux et ont envie d'être généreux, parce que comme je le disais, je crois que c'est ce qui soutient l'avenir de notre monde. Voilà. Merci beaucoup. Claudie Siard, le délégué interministériel d'égalité des chances des Français à l'outre-mer. Entretien et rencontre. Le printemps des poètes. Monsieur le délégué interministériel, qu'est-ce que représente pour vous cette notion, le printemps des poètes ? Alors on n'est pas forcément dans le rêve, pour moi, lorsqu'on parle de printemps des poètes. Je trouve que les poètes n'ont jamais été aussi proches du quotidien des gens, de la réalité. Les slameurs, pour moi, sont de vrais poètes. Les rappeurs aussi sont de vrais poètes.
sauf que leur expression, ou peut-être les univers dans lesquels ils évoluent, sont bien loin de l'image d'Épinal que l'on a du monde de la poésie. Mais je trouve que ce sont également des poètes. Et finalement, ce printemps des poètes est pour moi l'affirmation de revendications de gens qui, à travers les textes, s'indignent. Hein, voilà, faisons référence à cet ouvrage désormais majeur, Indignez-vous. Et c'est vraiment ce que je ressens, moi, lorsque je suis en présence, aujourd'hui en tout cas, de poètes. C'est ça. Désormais, ce sont les nouveaux militants. Et ce lieu, la librairie Orphie, justement, puisque nous avons un certain nombre d'auteurs qui vont être présents pour la culture, mais surtout parler le créole. Je crois que c'est essentiel, cette langue qui est le fruit de plusieurs peuples, de chocs violents entre deux peuples, et pas seulement, puisque ces deux peuples-là, je pense du peuple afro et du peuple européen. Peuple afro qui a subi donc la déportation, peuple afro qui est arrivé sur des terres qui jusque-là étaient occupées par, alors si on est dans la Caraïbe, par des peuples amérindiens, comme on les appelle, en tout cas les Indiens Caraïbes, les Arawaks, les Taïnos. Cette langue créole que l'on retrouve un peu partout, entre français, entre anglais, entre certains mots que l'on retrouve également dans certaines langues africaines du golfe de Guinée. Cette créolité, finalement, elle a été très conceptuelle à un certain moment. Elle a été dénigrée à un autre parce qu'on avait le sentiment que l'on était dans un monde créole un peu factice, ou trop européen pour certains, pas assez afro pour d'autres. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a trouvé le curseur est au bon endroit. C'est-à-dire que peut-être parce que nous avons tous mûri par nos histoires particulières, difficiles à assumer pour certains, l'esclavage, la colonisation, les métissages également. Et aujourd'hui, le mot créole a une colonne vertébrale solide. Et c'est un mot qui ne peut plus prêter à confusion. Monsieur le délégué, vous savez que nous sommes à 2 pas de la place de la Sorbonne. Je pense que vous avez fait de grandes études. Et à l'époque, il n'y avait pas la langue créole qui fait grand débat aujourd'hui dans l'éducation et surtout les universités. Votre point de vue? Moi, en tant que délégué, je soutiens toutes les initiatives, et je pense par exemple à toutes celles et tous ceux qui se battent pour que le créole soit plus présent encore au bac, toutes les associations qui font en sorte que cette langue jeune, c'est une des langues les plus jeunes de l'humanité, eh bien pour que cette langue soit enseignée et ne se retrouve pas minimisée par la force du français, de l'anglais et de bien d'autres langues, l'espagnol, langue dite dominante, je fais en sorte de jouer mon rôle. Et mon rôle, c'est d'aider toutes ces associations qui font en sorte que... Parce que c'est langue régionale. Notre langue, ce créole, au même titre que la langue bretonne, que la langue basque, que le provençal, que j'ai parlé dans mon enfance d'ailleurs, voilà, sont des langues importantes pour ce pays. La francophonie ne se bâtit pas que sur le français, elle se bâtit aussi sur ces langues régionales. Puis-je vous demander votre auteur et le dernier livre que vous avez lu avant de vous quitter, parce que je crois que vous avez un rendez-vous, monsieur le délégué interministériel. Alors, le dernier ouvrage que j'ai lu, que je suis en train de terminer, je peux même dire que j'ai relu, je l'avais arrêté et puis je l'ai repris, n'est pas un auteur du tout d'outre-mer. C'est un livre un peu violent, hein, mais qui dépeint bien la société dans laquelle nous vivons, le monde dans lequel nous vivons. C'est l'ouvrage du Suisse Jean Ziegler, La haine de l'Occident. Donc voilà, rien à voir. Merci beaucoup monsieur le délégué, à très bientôt. Merci. Rencontre avec le libraire de la librairie Orphie, bonsoir. Bonsoir. La librairie Orphie a été créée, je crois, à La Réunion, c'est le départ, hein, avant qu'elle arrive à Paris. En fait, voilà, plus précisément, en fait, la librairie Orphie est issue en fait d'une maison d'édition, les éditions Orphie, qui plusieurs années en fait après être venus sur Paris, participer à plusieurs salons, se sont rendus compte que les gens demandaient s'il y avait pas un espace où on pouvait trouver des ouvrages sur les Antilles, la Réunion, tout l'outre-mer, et on s'est rendu compte qu'il n'y en avait pas. Et elle est née comme ça, quoi. Donc l'initiative de Monsieur Doyen, le gérant du
du groupe, c'est d'amener un peu cette littérature à l'encontre des Parisiens, métropole de manière plus large, parce on se rend compte qu'avec Orphie, maintenant on touche un peu plus large, les gens en entendent parler, ils viennent, ils découvrent, et voilà. Plus de 10 000 références en termes d'ouvrages, est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait, ouais, 10 000 références, en tout cas c'est l'objectif de départ, peut-être qu'on va pouvoir s'étendre, on ne sait jamais, hein. Donc vous avez l'espace en bas qui aujourd'hui est consacré justement aux expositions, aux animations, aux événementiels, mais si ça marche, pourquoi pas justement avoir beaucoup plus de références. Il y a une particularité, donc librairie, aussi galerie, et en plus vous faites des rencontres, il y a des débats, des auteurs qui se rencontrent une fois par mois ou 2 fois par mois. Oui, oui, effectivement. Donc on a pas mal d'animations là pour le mois de mars qui aujourd'hui, comme vous avez vu, on accueille vraiment des lectures autour de la créolité. J'ai eu l'occasion de rencontrer des Réunionnais, des Antillais, tout ça. Les expositions aussi qu'on met aujourd'hui en avant. Le but c'est d'habiller aussi cette librairie, de la faire vivre vraiment dans tous les sens, tout le culturel, la diversité culturelle. On a envie que ce soit ce lieu qui l'accueille, quoi. Faites-nous visiter un petit peu les livres, les rayons non, mais enfin la littérature du monde par exemple. Qu'est-ce qu'on trouve à la littérature du monde? Parlez-moi de Cuba, parlez-moi peu de Cuba, c'est ça? Alors faites-nous voyager avec des auteurs qu'on peut découvrir là aujourd'hui, qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas. Moi, coup de cœur. Mon coup de cœur, j'ai vraiment un coup de cœur de l'Amérique du Sud. Un auteur que j'aime énormément, c'est Julio Cortázar, auteur d'origine d'Argentine et qui a écrit pas mal de nouvelles. Très peu, il est connu pour les spécialistes, mais très peu connu du grand public. Et Julio Cortázar a exploré un genre, rénover un genre, moi, que je trouve excellent, c'est le fantastique. Mais le fantastique littéraire, pas la littérature fantastique comme on découvre aujourd'hui, ou les films fantastiques, hein, vraiment le fantastique littéraire avec l'éruption en fait d'un élément qui dérange et qui vous trouble. Il a une verve phénoménale, vraiment sa langue est super belle et c'est vraiment un régal en fait de découvrir cet auteur, quoi. On continue. Après, je pourrais peut-être vous présenter aussi un petit monde aussi que j'aime bien. Donc vous allez avoir des auteurs comme Chasseur de Noir de Daniel Waxeler, qui est un ouvrage aussi qui initie justement le public, le grand public, en fait, à une question très très intéressante, en tout cas pour les îles qui ont connu l'esclavage. Donc voilà, vous êtes dans l'histoire d'un jeune homme. On découvre au départ qu'il est condamné à mort et qu'il accepte son sort, et on se rend compte en fait, il va raconter son histoire. Et c'est l'histoire en fait des marrons de ces hommes qui ont fui les plantations pour aller vivre dans les montagnes, notamment les montagnes de la Réunion. Et Guillaume Granchet, justement, lui c'est un blanc, il va découvrir cette culture du marronnage et adopter en fait ce mode de vie, parce qu'il va comprendre aussi vraiment ce sentiment de liberté. Je vous raconte pas tout, si vous avez envie de découvrir vraiment, c'est excellent, c'est vraiment très très bon. Après on a des auteurs aussi, des ouvrages chez d'autres maisons d'édition, comme les éditions K, qui publie notamment du Carpanem Arimoutou, un des textes, pour moi, un des plus grands poètes réunionnais aujourd'hui, un des plus grands, il est vivant, c'est un artiste musicien, donc Daniel Waro, Démavouz la vie. On retrouve les plus grands textes de Daniel Waro. Justement, c'est une collection qu'il a développée qui s'appelle Pukomela. Pukomela, c'est vraiment faire découvrir aux jeunes d'aujourd'hui, pour aujourd'hui, donc Komela c'est aujourd'hui, faire découvrir aux jeunes cette littérature, cette littérature qui a tendance à être oubliée, à se perdre et tout ça. Donc c'est toute une collection d'ouvrages qui a pour but de renouveler justement. De renouveler une époque, une tradition. Voilà, de renouveler une époque, une tradition, et de ramener sur pied vraiment toute cette littérature fondamentale réunionnaise, quoi. Parfait, très bien. Continue un peu.
Ok, on va peut-être découvrir un peu la jeunesse. Océan Indien, la jeunesse, c'est ça, hein? Voilà, oui, ça veut dire voilà, le rayon océan Indien, jeunesse, mais aussi Caraïbes. Hein. En fait, la littérature d'outre-mer, vous allez avoir pas mal d'ouvrages sur les Caraïbes, l'Asie et tout ça. Et j'ai décidé peut-être de vous parler d'un petit coup de cœur, un ouvrage qui a reçu un prix dernièrement, qui est le prix Vanille à La Réunion pour l'album illustré, quoi. C'est fait par un artiste peintre qui s'appelle Freites et qui, avec l'auteur Marie-Vette Balcou, ont décidé d'initier les jeunes en tout cas les tout petits, vraiment à la question de la grossesse, l'enfantement, qu'est-ce que c'est, tout ça. Vous allez avoir les photographies de Freites qui sont, ma foi, moi je les trouve vraiment super, super belles. Tout un discours justement où c'est Petit Homme, ça s'appelle Petit Homme. Petit Homme va vous parler de ce qu'il vit, quoi, dans le ventre de sa mère depuis sa conception jusqu'à ce qui sorte du ventre de sa maman et de sa relation avec ses parents, quoi. C'est un petit bijou qu'il faut découvrir, un texte qui peut se lire même sur 3 niveaux, avec des illustrations qui parlent d'elles-mêmes, hyper épurées. Vous allez avoir le discours aussi de l'illustratrice qui va vous donner aussi une part de sa sensibilité de femme sur cette grossesse-là. Donc le père Freites, le côté femme avec Marie-Vette Balcou. Et puis voilà, la maison d'édition a décidé de s'amuser un petit peu avec ce petit personnage de Petit Homme, et qui a décidé en fait de faire revivre les différentes étapes aussi de la grossesse sur un fil, comme un cordon ombilical, et qui vous raconte justement cette histoire avec beaucoup d'humour, des choses en fait que ne disent pas forcément justement l'illustration, que ne disent pas le texte. Voilà, un texte à 3 voix, quoi. Une petite perle, prix Vanille 2011, publié par les éditions Orphi, un petit bijou, quoi. Si vous voulez découvrir, je vous invite vraiment à... C'est le prix Vanille, lequel? Le prix Vanille 2012, c'est un prix qui est décerné à La Réunion par une association qui s'appelle La Réunion des Livres, une association militante qui a pour objectif justement d'amener cette littérature de l'outre-mer, mais aussi de l'océan Indien, on va dire, beaucoup plus axée sur l'océan Indien, à se faire découvrir, exporter, aller voir un petit peu ce qui se passe. D'ailleurs, le Salon du Livre Jeunesse, c'est grâce à cette association que l'océan Indien se retrouve représenté. Et là, ils ont décidé de créer pas mal de prix justement littéraires pour justement dynamiser un petit peu cette littérature, quoi. Merci, à tout à l'heure. Je vous remercie. Raphaël Serrault, vous êtes franco-surinamienne, fille du dramaturge Jean-Marie Serrault. Oui. Du metteur en scène, comédien, dramaturge Jean-Marie Serrault, oui, c'est ça. Le monde littéraire. Le monde littéraire, eh bien, le monde littéraire est vaste, ma foi. Que dire, le monde littéraire créole est très riche et j'aime bien m'y aventurer, voilà. Et le monde du théâtre avec cette littérature, Alors, cette créolisation dans ces mots? Eh bien, plein de choses, plein de belles choses qui se font. Voilà. Voilà. Un peu intimidée. Un peu intimidée. Le printemps des poètes, alors pour vous, quelle est cette notion? Le printemps des poètes, eh bien, c'est une chance pour les poètes de pouvoir être entendus et lus. Et voilà, on y arrive là bientôt. Raphaël Serrault, trouvez-moi un livre et faites-moi une lecture. Allez, le gag, puisque c'est quand même le printemps des poètes. Alors, voilà. Faites-moi une lecture. L'intraitable beauté du monde. Donc, texte de Édouard Glissant et Patrick Chamoiseau. J'ouvre au hasard. S'il se retrouve en vous, dans ce vertige, dans ces audiences du limon, remontées du gouffre et dans ces complexités insondables du tout-monde, c'est qu'ils ont maintenant 1000 chances de transformer leurs adhésions en une énergie ouverte qui ne pourra qu'être bénéfique aux États-Unis. Leur mouvement vers vous, avec vous, dans l'ensemble des États-Uniens, sera également précieux à toutes les consciences en devenir dans le tout-monde. Le tout-monde, voilà. Merci Raphaël Serrault. De rien. On se retrouve tout à l'heure. Absolument, à tout à l'heure.
Raphaël Serrault, grande comédienne de théâtre et dramaturge. Rencontre avec le responsable de la librairie Orphie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pouvez-vous vous présenter? Bien, je m'appelle Alain Fada, je suis là depuis 1 mois et demi à peu près. Et voilà, donc je prends peu à peu mes marques dans cette très très belle librairie. En plein cœur de Paris, quartier En plein cœur de latin, Paris, à 2 pas voilà. de la place Sorbonne. Et du Panthéon. Parfait. Voilà. Pourquoi ce lieu stratégique pour la librairie Orphie? Pour les éditions, pour un éditeur de livres, c'est quand même la rive gauche qui est primordiale. Donc voilà, donc c'était un choix délibéré de la direction de se mettre dans ce quartier. La francophonie, le voyage, vous-même, vous êtes un grand voyageur, un grand pacifique. Oui, ben j'essaye depuis quelques années de sillonner un peu le monde, l'Afrique, l'Asie, voilà, pour voir un peu ailleurs ce qui se passe. Vous avez des origines asiatiques, par contre? Pas du tout. Pas du On tout. me le dit souvent, mais pas du tout. Mais je vous en veux pas, c'est assez fréquent. C'est plus que fréquent, surtout à l'étranger. On me dit, voilà, on me prend souvent pour avec des origines chinoises, japonaises, un peu. Mais non, pas du tout. Non, à l'occasion, je pourrais vous montrer mes papiers. Mais... Parlez-moi de la sélection de tous ces auteurs, parce qu'il y a plus de 1000 ouvrages dans cette librairie. librairie. Il y a plus de 1000 ouvrages. Il y a donc notre base, nous, c'est l'outre-mer. Donc voilà, nous on part sur ce principe-là, et donc on essaye de représenter un peu toute cette diversité. Voilà. Et donc, on essaye de sélectionner les nouveaux auteurs, les anciens, donc la base, et puis voilà. Et dessus viennent se greffer des nouveaux auteurs qui arrivent. Le printemps des poètes, alors à l'honneur, bien sûr, Tout à fait, s'invite tout à fait. les auteurs antillais. La semaine prochaine, samedi prochain, nous faisons donc le printemps des poètes de 15h à 20h, voire plus si... jusqu'à épuisement des participants, mais enfin je pense que ça devrait aller. Voilà. Donc, Mais ça commence ce soir déjà. Mais ça commence ce soir, mais nous on le fait que samedi prochain. Voilà, on n'a qu'une journée où on a les printemps. Là, dès demain, je vais faire la présentation en vitrine des auteurs, et voilà. L'unique librairie sur cette diversité, vous êtes aussi indépendant, je crois. On est indépendant, tout à fait. C'est monsieur Gérard Doyen, le directeur des éditions Orphie, qui a créé cette vitrine sur laquelle il voulait à la fois présenter ses ouvrages, enfin les ouvrages d'Orphie, et à la fois être une sorte de fenêtre sur cette diversité créole et d'outre-mer et tout ça. Alors quel est ce monde culturel que l'on découvre? Donc ça va de la littérature... Ça va de la littérature aux livres historiques, aux essais, aux sciences humaines, au tourisme, au voyage, à la cuisine, qui a une assez grande partie de rayonnage. Donc voilà, donc on essaye d'avoir toute cette production littéraire dans sa diversité multiple. Alors, Voilà. Ce sont des auteurs à la fois connus ou qu'on découvre? Tout à fait, il y a des auteurs connus. Qui sont par exemple? Césaire, Glissant, Chamoiseau, voilà, les bases, les piliers et tant d'autres, mais les piliers de cette culture. Et par-dessus viennent se greffer des auteurs moins connus, ou qui viennent juste d'écrire un livre, ou de culture toujours d'outre-mer, mais moins accessible. Voilà. Le côté, c'est peut-être une autre question, on va sortir un petit peu du contexte de l'outre-mer. La littérature anglo-saxonne, est-ce que c'est quelque chose un jour qui peut être à la librairie Orphie? Oui, tout à fait. Déjà, on en a un petit peu là, au travers des policiers et des polars et de la littérature en général anglo-saxonne. Mais ça peut être tout à fait développé un petit peu. On n'est pas cantonné uniquement, on est spécialisé, mais on est ouvert à autre chose. Le salon du livre, c'est pour bientôt? C'est pour bientôt, ça commence vendredi, je crois. Moi, j'y serai lundi, voilà. Donc, voilà. Mais la maison d'édition Orphie sera bien représentée avec toute son équipe dynamique. Voilà. Et au-delà vous faites aussi des rencontres, je crois, littéraires? On fait des rencontres, tout à fait. La semaine prochaine, on a un vernissage d'un peintre de Cap-Verdien. Voilà, vendredi prochain. Donc samedi, c'est le printemps des poètes.
La semaine d'après, le 19, je crois, ou le 20, je n'ai plus la date exacte, c'est les lectorats ça va être un rendez-vous récurrent, ça va être tous les mois. C'est une association haïtienne qui viendra lire des textes avec des auteurs haïtiens de passage à Paris, voilà. Et ça reviendra tous les mois. Quel programme? On essaye de bouger un petit peu et de mobiliser la communauté et autres que la communauté, voilà, pour ouvrir. Voilà. On est bien au 15 rue Victor Cousin. Oui, on est bien au 15, tout à fait. Voilà, c'est nous. Merci. Voilà. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Alors pourquoi Papang? Pourquoi Papang? Parce qu'en fait, Papang, c'est un oiseau endémique de La Réunion qui pourrait faire penser à un aigle. Pardon. Et donc, c'est un oiseau endémique de La Réunion, c'est le nom que j'utilise sur scène, entre autres. Et c'est aussi parce que c'est un des premiers contes, donc je suis conteur, et c'est un des premiers contes que j'ai écrit et qui m'est venu à la mort de mon père il y a 2 ans. Et c'est pour moi quelque chose de très symbolique parce que le papang, c'est un mot malgache. Et donc pour moi, le papang fait le lien entre nos ancêtres esclaves, l'Afrique, Madagascar, la Réunion, et puis nous-mêmes réunionnais aujourd'hui sur cette terre. Le printemps des poètes, la créolisation de la Réunion. Le printemps des poètes et la créolisation de la Réunion, justement, en poésie à la Réunion, on n'a pas le mot poésie, on dit fond de cœur, littéralement fond du cœur. Et justement, je parlais tout à l'heure de l'Afrique, je pense que ce qui est important, c'est ce cri. Notre poésie n'est pas faite, nos fonds de cœur sont justement des blues, des maloyas qui ne sont pas faits d'alexandrins, de quatrains, mais qui sont véritablement des cris, presque des cris primals. Pas des cris de haine, uniquement des cris d'existence, des cris d'homme. Vous êtes aussi formateur en sociologie? Je suis formateur en langues étrangères, donc en français et en anglais, et j'assure également des formations au conte, c'est-à-dire que si des gens sont intéressés, ils peuvent aller voir ma page, donc Criquet Craquet Blogspot, sans les accents, ou alors Papang, et là vous pourrez me contacter si vous souhaitez participer à des formations de conteurs. Apprendre à compter, à raconter. Parlez-moi justement de ce métier, de ces conteurs là-bas à La Réunion. Quelle est leur philosophie, leur vision de ce monde? Je pense que quelque part, parfois, ils doivent se sentir dépassés dans un monde où on est de plus en plus chacun derrière un tout petit écran. Ils ont beaucoup été mis en retrait, mais un peu comme toutes les formes de résistance, un peu comme le marronnage, les gens, il y a toujours des résistants. Il y a toujours des résistants et il y a des personnes, je pense notamment à Daniel Honoré, qui a aujourd'hui plus de 70 ans, qui m'a formé et m'a perfectionné à la pratique du conte. C'est quelqu'un qui continue à faire des allers-retours, à faire des traductions en créole et lui-même, il me le racontait et il le raconte aussi dans un de ses livres, il aime justement transmettre cette parole populaire. Et moi, pour moi, le conte, c'est ça. C'est cette parole populaire, les petites gens, comme on les appelle parfois injustement, qui nous laissent cette beauté et puis cette histoire de l'île. Je parle de l'Afrique, j'y reviens. J'ai retrouvé des contes mozambicains qui sont quasiment les mêmes que les contes créoles. C'est la langue qui change, ou des contes malgaches. Donc on voit bien ce lien, cette filiation. Et c'est grâce à ces personnes, grâce à ces conteurs, qu'on peut aujourd'hui être là et partager avec vous. Quel est ce brassage que vous avez culturel? Parce que vous êtes métisse? Oui, je suis métisse. Je dis souvent que le mot de métisse me dérange, pas dans son acception actuelle. C'est-à-dire qu'en fait, les gens voient le métissage comme quelque chose de biologique. Et je dis, si c'est juste uniquement biologique, autant mélanger un chien et un chat et on a du métissage. Pour moi, le métissage, c'est d'abord une notion de culture. C'est-à-dire que La Réunion, effectivement, a été créée dans la violence. Je suis riche de toutes ces origines, mais j'aime à dire, et c'est juste un point de vue personnel, que je pars de la racine sur laquelle tout s'est agrégé. Donc de ce tas de fumier, de cette culture afro-malgache qui a tant été bafouée, c'est celle que j'essaie de magnifier avec tous les apports aussi indiens, européens, chinois. Et effectivement, si on entend le métissage dans ce sens-là, je le dis. Sinon, je dirais comme Édouard Monique à l'île Maurice, je suis nègre de préférence. D'accord. Et pour terminer, une citation ou un proverbe réunionnais, mais dans votre langue?
Si histoires les mentaires, là pas moins l'auteur. Gramoun longtemps l'auteur. Criquet. Craquet. Ah, je pourrais pas le redire, hein, mais c'était superbe. Comment dit-on? Redites-le-moi que je puisse le dire. Criquet. Criquet. Craquet. Craquet. Voilà. Ah, voilà, ben ça y est. Je parle rayonnais. On continue. Le printemps des poètes invite les auteurs antillais. Quand c'est la poésie qui parle, ce qu'on appelle chez nous encore le fond de cœur, littéralement le fond du cœur, il est très difficile de l'exprimer en français, mais je tiens à partager avec vous et donc je vous propose une petite adaptation. Après, il n'y en aura plus. Pour moi, la vie, semblable aux fleurs, parfois bourgeonnantes, parfois florissantes. Son parfum goût de l'air, du corps, de la terre, sur les ailes du temps, la caresse du vent, sur les bras d'une mère, dans les bras d'une mère, un nouveau-né. La vie m'emporte, m'emporte, balade mon âme dans son tourbillon. Moi, non, vous ne me verrez pas à la grand-messe Kabar. Ce n'est pas que je n'y crois pas, mais ma croix, une chaise à porteur. Plein de moqueries, tu me toises lorsque je souris. Ta bouche pleine à rabord ne cesse de se déverser, mais blessante comme l'épine, tu me toises comme toutes ces horreurs de magazines que tu méprises. Pour moi, la vie est semblable aux fleurs. Messieurs et dames, réveillez-vous. Est-ce qu'on a cour d'or? Très bien. Pour moi, la vie est semblable aux fleurs, parfois bourgeonnantes, parfois florissantes. Le cœur écorché, rempli de blessures, bien sûr, il n'y a pas de délicatesse dans la pauvreté. Me délectant du soleil de l'instant, je danse, je ris. Quand bien même je me trouve sous la pluie, quand bien même mon repas n'est fait que d'un bouillon bread, de piment et de morue. Alors que dehors, au son du caviar, nous célébrons la mémoire de nos ancêtres maquois, être malade, nom de nom, être malade, il ne se peut point à ce moment-là. Je veux construire demain, moi qu'on appelle le nègre. Je mourrai à la droite de Dieu. Je veux construire demain pour Aka, Tambi, Anin. Pour moi, la vie est semblable aux parfois bourgeonnante, parfois bardée de mille couleurs. Exactement. La femme est partie, sans tambour ni trompette, avec mon cœur désaccordé. L'homme ne m'a point tendu la main, mon double est toujours en avance sur moi. Et les gorges déboulonnées des chiens nocturnes hurlent effroyablement avec un bruit d'accordéon brisé. C'est alors que je deviens orage de mots, crevant l'hypocrisie des nuages et la fausseté du silence. Fleuve, tempête, éclairs, montagne, arbres, lumière, pluie, océan sauvage, emportez-moi dans la moelle frénétique de vos articulations, emportez-moi. Il suffit d'un soupçon de clarté pour que je naisse viable, pour que j'accepte la vie, la tension, l'inexorable loi de la maturation, l'osmose et la symbiose. Emportez-moi, il suffit d'un bruit de pas, d'un regard, d'une voix émue, pour que je vive heureux de l'espoir que le réveil est possible parmi les hommes. Emportez-moi, car il suffit d'un rien pour que je dise la sève qui circule dans la moelle des articulations cosmiques, dialecte des cyclones, patois des pluies, langage des tempêtes. Je dis les romans de la vie en spirale. À force de vouloir dire, je ne suis devenu qu'une bouche hurlante. Je ne m'inquiète point de savoir ce que j'écris. Tout simplement, j'écris parce qu'il le faut, parce que j'étouffe. J'écris n'importe quoi, n'importe comment. On l'appellera comme on voudra. Romans, essais, poèmes, autobiographies, témoignages, récits, exercices de mémoire ou rien du tout. Moi, je ne sais même pas. Pourtant, ce que j'écris n'est pas étranger. Personne ne parviendra à dire beaucoup plus qu'il n'aura vécu. J'étouffe. J'écris tout ce qui me passe par la tête. L'important pour moi, c'est l'exorcisme, la libération de quelque chose, de quelqu'un, peut-être de moi-même, la délivrance, la catharsis. J'étouffe, je ne vois pas de soupirail, et je force sur les parois de mon asphyxie avec le bélier des mots. Si, malgré tout, elle ne s'ouvre pas,
Un passant entendra la rue anarchique de mon langage ou le SOS barbare de mon agonie. J'ai assez réfléchi. On réfléchit trop dans mon entourage. Ou peut-être que l'on ne réfléchit pas du tout. Je suis fatigué. Maintenant je frappe aux portes closes. Je piaffe, je crie, j'appelle, je hurle. Mes cris d'alarme réussiront-ils à émouvoir quelqu'un, à toucher une cible sensible? Je ne sais. Pourtant le malheur, la misère, le désespoir, la rage, les fleuves, les tempêtes, le sang, le feu, la mer, les cyclones, mon pays, les arbres, les montagnes, mon peuple, les femmes, les enfants, les vieillards, tous les hommes, toutes les choses et tous les êtres me gonflent la voix à un point que, s'il arrive que j'échoue, j'aurais été réellement seul, effroyablement seul, horriblement seul. J'accuse déjà les pharisiens de la culture in vitro, paresseux philosophes. Débarrassez-vous des bacilles de l'esprit pur. Expliquez-moi cette soif tout autour de la terre. Ces paysans sous-alimentés qui se nourrissent d'où ils tuffent. Ces enfants qui meurent de fièvre. Cet ami que j'ai perdu égaré dans l'armée d'invasion américaine au Vietnam. Cette femme partie qui n'est jamais revenue. Le tiers-monde bafoué, méprisé. La menace des puissances impérialistes. La cécité des gens qui ne savent comment décrypter les graffitis du temps qui passe. L'orgueil analphabète des dictatures qui piétinent les rêves des peuples. Les frissons de la mort, les palpitations de la vie, la tristesse des uns, la joie des autres, l'énigme de l'amour, jusqu'à mon cœur qui bat. Expliquez-moi tout cela, j'aurai encore la patience d'écouter et d'entendre, si l'action est au bout de la sagesse. En attendant, je parle par la voix de Renan, par la voix de Paulin, par la mienne propre. Renan et Paulin ne sont qu'un seul et même personnage. Moi je suis leur voix, tantôt faible, tantôt forte, mais toujours existante, toujours présente. La voix du tiers-monde écartelée, la voix étouffée sous des ombres géantes. Renan, fatigué, se cherche dans Paulin, l'image de celui-là qui lutte à transformer les répugnantes réalités. Et dans l'intervalle, une voix reste audible, celle de Renan, celle de Paulin, la mienne propre. Or, moi-même, je ne sais encore rien de la vie qui m'emporte en un train de mirages et d'utopie vivace, dialecte des cyclones, patois des pluies, le langage des tempêtes. Je dis le déroulement de la vie en spirale, dialecte des cyclones, patois des pluies, le langage des tempêtes. Je dis le déroulement de la vie en spirale, dialecte des cyclones, patois des pluies, le langage des tempêtes. Je dis le déroulement de la vie en spirale, dialecte des cyclones, patois des pluies, le langage des tempêtes. Je dis le déroulement de la vie. Rencontre avec Éric Vincenot, guadeloupéen, contrebassiste. Bonsoir Éric. Bonsoir. Alors le printemps des poètes, pour vous, ça vous parle de quelle manière? Ça me parle beaucoup parce que j'adore la poésie, j'adore la littérature, donc de toute façon je suis à fond dans ça, donc c'est un rendez-vous que je suis chaque année. Alors le contrebassiste accompagné des auteurs avec les mots en musique, quel univers? J'adore ça, je le fais depuis très longtemps en fait. J'ai commencé très jeune comme ça à faire un peu par... c'est passé de façon un peu naturelle, un peu par opportunité, mais j'ai commencé très tôt à faire sur scène du bruitage derrière des textes. Un petit peu d'aménagement, de trucs avec des percussions, des cloches, des gongs, des choses comme ça. Donc je suis très habitué depuis l'âge de 13-14 ans à accompagner des textes en musique. Donc c'est un univers qui m'est très 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 proche. Et quelle énergie, est-ce qu'il y a une forme de thérapeutique là, dans cet accompagnement entre les mots et la musique? Oui, en fait j'entends les mots comme de la musique en fait. Et j'entends les strophes et les alexandrins comme des phrases musicales. Donc ça me parle très directement. Vous avez un palmarès quand même exceptionnel, Malavoie. Ouais, il y a pas mal de trucs qui sont déjà passés. C'est vrai que je me rends compte que finalement les années ont passé et puis qu'il y a eu des petits jalons qui ont été posés. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs déjà. Je suis étonné moi-même. Alors Malavoie, Morikante et puis encore Max Roach, Dizzy Gillespie, Alain Jean-Marie, Mario Canonge, Myriam Makeba, Hugh Masekela, Salif Keita, je sais plus qui, des orchestres symphoniques, de la musique classique, du théâtre. Alors Éric, justement, entre tout ce que vous venez de citer et les mots en musique avec des auteurs, quelle est la différence?
En fait, c'est un univers qui est très lié en fait. Moi, je lis beaucoup. Je suis vraiment totalement dans c'est très lié. La musique et la littérature, la poésie, pour moi, c'est totalement lié. Ce sont les mêmes émotions? Oui, ce sont les mêmes émotions, absolument. Ouais. Très bien. Merci beaucoup, Eric. Merci. À bientôt. Eh bien, on va attendre le prochain invité. Hein, c'est qui? Donc là, c'était avec Eric Vincenot, guadeloupéen contrebassiste. Les mots et la musique, les mots en musique, c'est la même énergie et ça parle d'elle-même. On continue. Rencontre avec Carlton Rara, franco-haïtien. Bonsoir Carlton. Bonsoir. Quelle performance sur la scène. Merci à vous. Oui. Vous avez une culture pluridisciplinaire. La littérature, pour vous, ça vous parle de quelle manière? Et le printemps des poètes. Oui, effectivement, mais la littérature, j'ai vécu avec des écrivains, c'est un univers qui me parle beaucoup. Je trouve qu'il y a déjà, moi qui suis un homme de rythme, il y a une affaire de rythme comme ça dans la littérature haïtienne en particulier. Et donc évidemment, je me sens un peu comme dans mon élément. Et puis le printemps des poètes, évidemment, mais c'est un prétexte à faire des choses. C'est bien d'ailleurs qu'il y ait des prétextes pour que les choses puissent se faire. Et en fait, en Haïti, il y a cette idée comme ça que la musique, que la poésie, la littérature, la peinture, les formes d'art, de façon générale, semblent faire partie un peu d'une seule et même chose. Et donc, c'est cet élan qui m'anime et qui me conduit ici, voilà. Quels sont les auteurs haïtiens qui vous parlent dans cette littérature? Il y en a beaucoup, c'est-à-dire que c'est marrant parce que la littérature haïtienne, chaque auteur a un peu, à l'instar d'ailleurs des orchestres de compas, d'ailleurs s'il fallait comparer, dans le temps on reconnaissait à la première note quel était le groupe. Là c'est un peu pareil, c'est-à-dire quand on lit de la littérature haïtienne, à la première page on sait dans quel univers on tombe et on sait à quel auteur on a affaire. Il y en a beaucoup, et c'est beaucoup d'auteurs majeurs d'ailleurs. Guy Viard qui est franco-haïtien, que je connais très très bien évidemment, mais dans la littérature de référence haïtienne proprement dite, évidemment, il y a les patriarches, des gens comme Franck Etienne ou Jacques-Stéphane Alexis qui sont des monstres de littérature, et entre autres, après des gens beaucoup plus populaires comme Dany Laferrière ou Lionel Trouillot, qui sont venus un peu sur le devant de la scène comme ça, ne sont que quelques exemples d'ailleurs d'une littérature qui est très très dynamique, très inventive, toujours en perpétuelle évolution. Et d'ailleurs un peu peut-être à l'instar de cet exemple qui est lié à notre histoire, qui est celui du marronnage. Le marronnage, c'est cette façon de fuir un peu cette oppression qui vous soumet, et plutôt que de s'en extraire, eh bien, on essaie de l'absorber un petit peu, d'absorber ces codes. Et avec ces codes-là, on essaie de réinventer à la fois cette chose-là et en même temps de se réinventer soi-même. C'est une manière, voilà. Et donc il y a une espèce de marronnage intellectuel comme ça qui court encore et qui est très vivant dans la littérature haïtienne. Le théâtre et les mots, comment vous maniez vos mots à travers ce théâtre ? Vous êtes aussi comédien, c'est ça? Oui, je suis un petit peu comédien, je suis beaucoup musicien, un peu comédien, mais c'est pareil, tout ça et procède un peu de la même gymnastique. Le théâtre me poursuit partout, alors évidemment j'exerce davantage la musique, mais dans ma musique, à partir du moment où vous arrivez en scène, devant la lumière ou sous la lumière, vous êtes contraint de vous mettre en scène. Que vous soyez musicien, que vous fassiez un exercice purement musical ou alors du théâtre, vous êtes contraint de vous mettre en scène. Donc si je me gratte la tête là devant vous, ça peut paraître un geste banal, mais si vous êtes au théâtre, vous êtes obligé de le jouer. Et c'est cette idée-là qui m'accompagne tout le temps, qu'à partir du moment où on arrive sur cet espace qui est la scène, eh bien il faut se présenter d'une manière particulière. Voilà. Métisse, des yeux bleus. Oui. Est-ce que vous aimez le terme métissage quand on vous dit que vous êtes un métis? Comment cette perception? Alors c'est marrant parce que je veux bien accepter tous ces termes-là qui sont des termes qui rentrent dans divers canons
linguistique ou de intellectuel ou autre, ça ne me dérange pas. Souvent j'ai défendu cette idée que par exemple, quand vous êtes issu d'un métissage, c'est-à-dire d'un mélange de deux choses qui seraient dites, elles, plus pures, entre guillemets, bien que ce soit extrêmement subjectif comme idée, étant donné que le brassage existe depuis que l'homme est l'homme, je ne pense pas que, s'il fallait prendre une métaphore par exemple picturale, de se dire que si l'on mélange du jaune avec du bleu, le vert soit une rémanence du jaune ou du bleu. Le vert a sa couleur propre et son identité propre qui n'appartient ni plus au jaune ni pas vraiment au bleu. C'est un mélange et c'est un mélange qui donne quelque chose à part entière. Donc du coup, il faut se méfier de cette idée de métissage qui donnerait l'idée qu'on est une partie de quelque chose et une partie d'une autre chose. Non, c'est simplement la multiplication en fait. Voilà. Et pour terminer, Carlton Rara, une citation ou un proverbe, soit en français ou dans la langue de Haïti. Ah oui, écoutez, je vais pas vous donner, parce que dans cette langue qui est le créole, quand on parle vraiment créole, le créole haïtien, si on veut vraiment parler ce qu'on appelle le créole natif natal de chez nous, tous les deux mots, les deux phrases, il faut dire un proverbe. Et donc ça demande d'avoir une connaissance. Je connais beaucoup de proverbes et d'expressions. Il y a quelque chose qui me frappe beaucoup en Haïti. Il y a cette façon de répondre à la question « Comment allez-vous » cette réponse très courte qui dit « nous là ». Et en haïtien, « nous là », ça veut dire à la fois « nous sommes là » et à la fois ça veut dire « je vais bien ». En Haïti, quand nous sommes là, déjà, c'est aller bien. C'est déjà ça. Voilà. C'est une formidable leçon à chaque fois pour moi de revenir à cette espèce de pilier fondamental de nous là, je suis là, donc je vais bien. Merci Carlton Rara pour ce créole haïtien. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Merci. Merci à vous. Merci à l'équipe qui m'accompagne. Et que vive la culture à la librairie Orphie.